Bonjour Monsieur Weber. Bonjour. L'année 2023 vient de s'écouler et elle a été marquée par de nombreux événements assez riches pour vous. Je pense notamment à votre entrée au Palais du Luxembourg. Comment vous avez vécu finalement vos premiers pas en tant que sénateur? Les premiers pas en tant que sénateur, c'est les pas d'un élève ou d'un étudiant qui commence à rentrer. Je crois qu'il faut être très modeste, même si j'ai déjà un peu une expérience politique en la matière, que j'ai eu l'occasion d'intervenir dans différentes assemblées. C'est vrai que le poids de l'histoire, les ordres de la République, la responsabilité que l'on a sur les épaules à voter et à discuter des lois, l'envie aussi d'y être, parce que quand on est élu et quand on est candidat, être parlementaire, c'est pas neutre, eh bien, ça nous amène à être finalement comme un gamin qui découvre comment que ça fonctionne, qui doit se mettre à l'écoute des autres collègues pour pouvoir trouver ses marques et savoir comment trouver sa place. Ce n'était pas forcément facile les premiers jours, mais j'avoue que j'ai assez vite, je crois, trouvé les marques grâce aux collègues qui sont présents, parce que ce qui est assez particulier au Sénat, contrairement à l'Assemblée nationale, je le rappelle pour les téléspectateurs, c'est qu'on est renouvelé par moitié, puisque c'est des mandats de 6 ans. Donc quand vous arrivez, vous êtes un jeune élu sénateur, il y en a plein d'autres qui sont renouvelés ou qui sont déjà en place et qui, eux, travaillent. Donc il y a un temps d'adaptation qui est plus difficile parce que, eh bien, pendant que les uns sont parfaitement au courant du fonctionnement de l'institution, d'autres font leur classe, sont les bleus. Voilà, et j'étais un bleu pendant quelques semaines. Alors vous êtes socialiste et très porté par tous les thèmes finalement qui relèvent de l'écologie. Il y a un sujet qui a marqué aussi cette année 2023, c'est la décision d'autoriser finalement l'extraction de gaz de houille. Que pensez-vous finalement de cette décision? Je pense que plus largement que la question proprement dite des gaz de houille, c'est la question de l'énergie. Pendant très longtemps, on a en quelque sorte externalisé ou même confié à des pays extérieurs l'exploitation de minerais, souvent les métaux rares, dont on parle beaucoup en Chine, en Afrique, mais aussi de l'énergie. Et pendant très longtemps, finalement, l'Europe, la France, plus largement encore l'Allemagne, étaient dépendants notamment du gaz qui était issu de Russie pour alimenter nos chaufferies. Et puis il y a eu cette crise à l'est de l'Europe qui fait que chacun est un peu rentré dans la panique, d'où la mise en place d'une loi sur les énergies renouvelables. Je parle du photovoltaïque, de l'éolien et de la biomasse, mais aussi de la manière dont on peut exploiter les métaux rares qu'il y a sur le territoire français et les gaz de houille. Je le dis parce que nous, on va être particulièrement concernés sur l'Est mosellan. On a à proximité sur le bassin, ancien bassin minier de Forbach, à la fois du gaz de houille qui s'échappe de façon naturelle déjà dans l'atmosphère, du méthane, et nous avons à 3000 mètres de profondeur l'hydrogène blanc qui est présent en quantité apparemment énorme, qu'on ne sait pas pour l'instant exploiter, mais vous entendez bien qu'actuellement l'hydrogène est considéré comme une des énergies la plus propre. Et toute la question elle est là, c'est-à-dire autant ce gaz de houille il est présent et il s'échappe sans doute dans l'atmosphère et accélère les gaz à effet de serre, autant la question c'est celle de l'exploitation, comment est-ce qu'on peut récupérer eh bien, cette énergie sans mettre à mal effectivement l'environnement, la vie des gens qu'il y a sur ce territoire-là. Je rencontrais la semaine dernière à l'occasion des vœux à Béron-les-Forbach des maires avec qui j'en discutais. Et pour eux, eh bien, c'est assez partagé. Il y a effectivement ceux qui sont favorables à cette exploitation, qu'on y jette un œil, il y a ceux qui y sont défavorables. Aujourd'hui, je crois que les conditions, en tout cas les éléments qui pourraient nous rassurer, ne sont pas réunis pour que ce soit le cas, que ça soit possible. Mais au sein de l'office, notamment parlementaire, qui réunit sénateurs et députés, et qui a pour mission d'examiner peut-être des nouvelles énergies, enfin des nouvelles technologies, sans doute qu'il va y avoir en 2024 un travail, une étude qui sera menée sur, non pas le gaz de houille, mais sur l'hydrogène blanc, pour savoir quelles seraient les conditions potentielles de cette exploitation, si tel devait être le cas dans les années à venir. Restons sur ces thèmes écologiques. Il y a aussi eu un gros dossier que vous avez abordé dès votre entrée en fonction finalement en tant que sénateur. C'est le glyphosate. Son utilisation a été autorisée par la Commission européenne suite à de nombreux débats au Parlement européen et entre les différentes instances européennes. Êtes-vous déçu de cette réautorisation du glyphosate ? Je ne suis pas tant déçu par la réautorisation du glyphosate que par la position de la France dans cette négociation. Parce qu'en réalité, pourquoi le glyphosate a été réautorisé au niveau européen? C'est parce que la France est un des pays qui s'est abstenu
et que donc il n'y a pas eu de position politique qui a été prise. La position a été confiée, j'allais dire, à la technostructure européenne, je le dis un peu par dépit, parce que moi je crois en une Europe politique et non pas une Europe technique, ou en tout cas administrative, et celle-ci a décidé de relancer ou d'autoriser le glyphosate. Je veux rappeler, parce que je pense qu'il faut avoir une position qui ne soit pas dogmatique sur le sujet. Je pense qu'il est important de réduire au maximum l'utilisation du glyphosate en France et dans l'agriculture. 2, je peux bien comprendre, et je m'adresse là aux agriculteurs qui sont sur nos territoires, qu'il y a certains domaines dans lesquels l'interdiction ou la suppression complète du glyphosate sans solution de rechange est une problématique, ça je peux le comprendre. Je reconnais d'ailleurs aussi que la France a fait des efforts pour diminuer l'utilisation du glyphosate, puisque le ministre de l'Agriculture faisait état d'une diminution de 25 à 25% de l'utilisation du glyphosate, mais malgré tout, aujourd'hui, le niveau à atteindre pour éviter les impacts sur l'environnement ne sont pas atteints. C'est-à-dire qu'il faudrait diminuer des 3/4 l'utilisation du glyphosate. Il faut avoir conscience, et vous verrez aussi que c'est un sujet qui va monter à mon sens en 2024, que les eaux potables sont aujourd'hui polluées par des microparticules qui sont aussi issues du glyphosate, mais aussi d'autres substances, hein, ce n'est pas le seul, et que donc il va y avoir un vrai problème de santé publique qui va s'accroître dans les années à venir. Donc c'est dire que malheureusement, vous savez, là, en Europe, et ça sera sans doute un sujet à l'occasion des élections européennes, la question de la politique agricole commune est centrale. Et je pense qu'auprès de nos concitoyens, souvent on identifie l'Europe à la politique agricole commune. Il fut un temps, on a enterré il y a quelque temps Jacques Delors, qui était à la tête de l'Europe. Et à l'époque où Jacques Delors justement était en fonction, on parlait beaucoup de cette PAC, comment est-ce qu'on arrivait à harmoniser les politiques agricoles au niveau européen. Et malheureusement, et aujourd'hui il faut constater, il faut admettre que la politique qui est pratiquée européenne en matière d'agriculture ne favorise pas la sortie du glyphosate comme d'autres substances que l'on pourrait utiliser, et ne favorise pas non plus l'agriculture de territoire, mais favorise à mon sens la concentration entre les mains de quelques-uns qui, à mon avis, dénaturent les espaces, dénaturent le propre sens même de l'agriculture, de la paysannerie, et pour moi c'est une vraie source d'inquiétude, oui. En ce moment, vous avez certainement dû le voir, il y a eu de gros mouvements des agriculteurs, aussi bien du côté de la France, mais aussi là récemment du côté de l'Allemagne. Vous évoquiez à l'instant la politique agricole commune. C'est un sujet qui inquiète fortement les agriculteurs, notamment sur les normes écologiques qui sont de plus en plus fortes au niveau européen. Quels sont les retours que vous avez eus des agriculteurs ici sur notre territoire? Moi, c'est simple, je pense. Je pense que chaque agriculteur, aujourd'hui, il attend 2 choses. Il attend d'abord de pouvoir vivre de son travail. Et il attend de pouvoir d'avoir une vie professionnelle semblable à la vie professionnelle qui est la vôtre, qui est la mienne, enfin, etc. C'est-à-dire qu'il veut avoir aussi des temps de repos. Et qu'est-ce qui s'est passé? Après-guerre, quand il a fallu repeupler et nourrir la population, on a demandé à faire de la production. D'accord? Aujourd'hui, on se dit qu'il faut faire peut-être plutôt de la qualité, même si l'indépendance alimentaire ou l'autonomie alimentaire en Europe, elle est questionnée. On sait qu'il y a la production des sols est aujourd'hui moindre qu'elle n'a été par le passé parce qu'on les a sans doute surexploités. Enfin, ça, c'est reconnu par le monde agricole. Donc moi, je pense que, en tout cas, je ne veux pas, et je ne le ferai jamais, je ne stigmatiserai jamais les agriculteurs. Ce n'est pas eux qui sont le problème. Le problème, c'est effectivement les décisions et les orientations qui sont prises parfois par l'État sans qu'il y ait des compensations, sans qu'il y ait des solutions de rechange, sans qu'il y ait un accompagnement qui soit fait pour que cette agriculture puisse effectivement évoluer. Donc, et ça suppose, je crois que ce qui est important aujourd'hui, c'est que ce que regrette le monde agricole, c'est qu'il ne soit pas justement rémunéré en fonction de son travail. Ça, personne ne peut le nier. Donc il faut effectivement faire en sorte qu'à la fois, si des orientations sont prises demain pour une agriculture peut-être un peu plus de territoire et sans doute plus respectueuse de l'espace naturel dans lequel l'on vit, eh bien ça veut dire qu'il faut aussi le reconnaître financièrement et le valoriser financièrement. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Je rappelle juste que si l'on prend le bio en France, hein, la part de bio est aujourd'hui plutôt en diminution, ce qui est quand même assez paradoxal, mais aussi à cause du coût, pour ne pas dire du surcoût de la production, enfin de l'alimentation bio, que les orientations qui avaient été prises dans le cadre de la loi Egalim, qui fixait à 20% de produits issus de l'agriculture bio, aujourd'hui on est à 6%, donc on est bien en deçà de ce qui était prévu et qu'il y a quelque part là une incohérence qu'il faudra, à mon avis, corriger dans les années à venir.
Nous avons parlé de la PAC notamment, ça fait partie des sujets européens et en parlant d'Europe, les élections européennes approchent à grands pas. Quelles sont vos attentes, vos espoirs par rapport à ces élections ? Quand on regarde les études au niveau européen, encore une fois, de l'intérêt que nos concitoyens portent à l'élection européenne et à l'Europe, on s'aperçoit que la France est un des pays où il y a le moins de participation et le moins d'intérêt pour la cause européenne. Et d'ailleurs, je le sais parce que, en tant que conseiller municipal, et je pense qu'il y a plein d'autres élus, quand on siège au bureau de vote le jour de l'élection européenne, finalement, ça ne se bouscule pas pour venir voter. C'est, à mon avis, une erreur. Et je pense que nos concitoyens devraient vraiment s'interroger sur ce que l'Europe, au quotidien, décide. La dernière séance que l'on a faite au Sénat avant la période de trêve des confiseurs, le 22 décembre dernier, c'était un texte dans lequel j'intervenais sur la transposition du droit européen dans le droit français. C'est considérable dans plein de thématiques. Bien sûr, on a parlé de l'agriculture, mais on peut parler aussi de l'industrie, des droits carbone sur l'environnement, sur la justice, le droit tout simplement, où il y a effectivement une harmonisation qui est faite parfois au niveau européen, pas surtout, mais avec une transposition. Et donc, je pense qu'il est extrêmement important que nos concitoyens s'interrogent sur la place et le choix qu'ils doivent faire à l'occasion de cette élection européenne, avec quelques principes qui me semblent fondateurs. Un, l'Europe nous a permis de nous prémunir contre un conflit sur le territoire européen. Quand je dis sur le territoire européen, en l'occurrence, je pense aux pays qui sont dans l'Union européenne, puisqu'on a un conflit malheureusement en Ukraine actuellement. Deuxièmement, l'Europe nous a permis quand même de construire une économie qui soit peut-être plus stable face aux vicissitudes que l'on connaît, parce qu'il y a des pays aujourd'hui, malgré tout, où ça devient très compliqué. Troisièmement, je pense que l'Europe apporte aussi des réponses sur des gros sujets ou des gros enjeux de société. On a parlé de la PAC, tout n'est pas mauvais dans la PAC. On peut parler aussi de la transition énergétique avec le Green Deal qui a été décidé par l'Europe. Voilà. Et enfin, il y a des sujets qui restent, à mon avis, des sujets pour lesquels on n'a sans doute pas été assez efficace. C'est pas étonnant puisque c'est plutôt les conservateurs qui dirigent aujourd'hui l'Europe. Je pense effectivement à l'harmonisation des droits sociaux en particulier, sur la question du droit des salariés, sur la question des salaires, puisqu'il y a de ce point de vue-là encore des grosses différences. Et je pense qu'avec tous ces ingrédients-là, nos concitoyens, vos téléspectateurs qui sont sur les listes électorales devraient s'interroger sur l'orientation qu'ils souhaitent donner à l'occasion de cette élection européenne et de ne pas faire de cette élection un débat qui est purement français, parce que je sais bien comment malheureusement ça se passe trop souvent, où finalement on transpose le mécontentement face au gouvernement actuel français à l'occasion de ces élections européennes. Non, là on parle de l'Europe. Il y a un vrai choix à faire entre des conservateurs, des progressistes. Moi, je suis plutôt du côté des progressistes. Et bien sûr, je prendrai ma part à l'occasion de cette élection européenne pour montrer pourquoi il faut effectivement plutôt aller vers une Europe qui progresse qu'une Europe qui se referme sur elle-même. Revenons à une échelle plus nationale et plus française. Ça fait partie de l'actualité, c'est vraiment la grosse actualité de ces derniers jours. Gabriel Attal vient d'être nommé Premier ministre, c'est le plus jeune Premier ministre à être nommé sur cette fonction, c'est haute fonction de l'État. Il a été 10 ans au Parti socialiste, votre parti politique. Est-ce que ça change votre regard sur le Premier ministre d'Emmanuel Macron ? Alors là, rassurez-vous, ça ne change absolument pas du tout mon regard. Je n'ai absolument aucun doute sur l'orientation libéral, pour ne pas dire ultralibéral, de Gabriel Attal. Vous savez, quand on s'engage dans un parti politique, moi je me suis engagé en 97, j'ai adhéré en 97. Des occasions de quitter le Parti socialiste, j'en ai eu des nombreuses. Des propositions qui m'ont été faites pour rejoindre la Macronie, j'en ai eu aussi. Je pourrais vous entretenir sur ce sujet-là pendant longtemps, peut-être qu'un jour je le ferai. Je ne l'ai pas fait parce que je pense que ce qui doit d'abord commander, ce n'est pas l'ambition personnelle que l'on peut avoir, c'est les valeurs que l'on veut défendre, les idées que l'on veut défendre. Lui, il a fait un choix qui est un choix d'ambition, il n'a pas fait un choix de valeurs ou d'idées. Moi, je préfère faire un choix de valeurs et d'idées. Donc non, je crois que Gabriel Attal, depuis qu'il est au gouvernement, il a été secrétaire d'État, il a été porte-parole, donc ce n'est pas une fonction neutre d'être porte-parole. Il a défendu les orientations qui ont été prises sur les retraites, sur l'immigration et sur plein d'autres sujets. Donc il n'est pas du tout dans le bloc de gauche. Moi je suis assez désolé de constater que l'on dit que Gabriel Attal est de gauche, parce que pour moi il n'a absolument aucun élément prouvant son ancrage à gauche. Il a certes été dans une équipe qui était à l'époque du président François Hollande, où il y avait des jeunes
qui voulaient s'investir en politique, qui voulaient contribuer et qui l'ont fait, comme Emmanuel Macron. Mais que ce soit Emmanuel Macron, Gabriel Attal ou quelques autres que je pourrais citer, que j'ai parfois même côtoyés, parce que certains étaient dans l'entourage de Dominique Strauss-Kahn, de Pierre Moscovici, de qui j'étais proche, eh bien pour ce qui les concerne, ceux-là sont des libéraux totalement assumés aujourd'hui. Moi, je suis socialiste depuis 1997 et je compte bien le rester encore quelques temps. C'est un sujet important pour notre territoire et particulièrement ici en Moselle-Alsace. Vous le savez, 2 députés de notre territoire de Moselle et du Bas-Rhin ont déposé une proposition de loi pour remettre en cause le concordat. Y tenez-vous à ce concordat ? Je pense qu'il y a une confusion qui est faite aujourd'hui sur le concordat et le droit local. Et c'est bien de le rappeler parce qu'il faut éviter les raccourcis. Je suis très attaché au droit local. Et alors il y a effectivement ceux qui voudraient revenir dessus et qui profitent aussi peut-être de cette espèce de confusion qu'il peut y avoir, parce qu'il faut bien se dire que quand on est à l'Assemblée nationale et au Sénat, le droit local ou le concordat, ça concerne quelques députés et quelques sénateurs. Le reste de l'Assemblée ne comprend même pas de quoi on parle. Il faut quand même se rendre compte de l'impact que ça peut avoir. Et donc c'est très compliqué d'ouvrir des champs pour faire évoluer ne serait-ce que le droit local. Moi j'aimerais bien, et on en a discuté avec quelques sénateurs, notamment barinois, faire évoluer le droit local. Il y a eu pas mal de remontées. On est sorti en 2023 du renouvellement des baux de chasse et beaucoup de maires m'ont alerté sur effectivement la révision nécessaire du droit local. Donc c'est un sujet que je voudrais mener et je reste attaché au droit local. Et pour ce qui est du concordat, je pense qu'un jour on pourra lever le débat de façon dépassionnée et s'interroger vraiment sur l'utilité qu'il y a encore aujourd'hui d'avoir le concordat. Et ce débat-là, il faudra le mener de façon totalement dépassionnée, je le pense. Les sujets autour de la biodiversité et de la préservation des espèces, c'est aussi un sujet important et qui va encore beaucoup nous préoccuper au cours de l'année 2024, tout comme l'année 2023. Vous êtes aussi le président de la Fédération des parcs naturels régionaux, dont celui des Vosges du Nord. Y aura-t-il de nouveaux projets sur la préservation de nos forêts et de cette biodiversité en courant 2024 ? Alors, donc, l'occasion de dire qu'actuellement, il y a effectivement d'abord un recours sur cette élection sénatoriale, donc il ne me permet pas de me mettre totalement en conformité avec la loi, puisque je suis encore maire et président du parc des Vosges du Nord et que je démissionnerai dès que le recours sera traité. Par contre, je garderai la présidence de l'association, de la Fédération des parcs naturels régionaux de France, parce que c'est une association. Peut-être avant que de parler de la forêt, parce que je pense que sur la forêt, il y a une prise de conscience aujourd'hui qui est générale. J'ai signé il y a quelques semaines une tribune avec d'autres parlementaires, notamment avec un député de l'Isère, sur le droit à se promener dans des espaces naturels, puisque aujourd'hui il y a une espèce de mouvement de la propriété privée pour interdire les randonneurs d'aller tout simplement en forêt. Donc là-dessus, je compte me battre parce que je pense que ça fait partie finalement des biens communs que pour chaque humain de pouvoir se ressourcer dans un espace naturel, dans un espace de nature forestier ou agricole. Donc ça fait partie des sujets que l'on aura à traiter demain. Néanmoins, nous aurons dans les prochains jours, au mois de février sans doute, une proposition de loi qui a été faite sur les sols vivants, c'est-à-dire il y a la biodiversité que l'on connaît, la faune, la flore, mais il y a aussi la biodiversité des sols qui est mal connue aujourd'hui. Et il y a une proposition de loi qui a été déposée par ma collègue Nicole Bonnefoy, qui est une sénatrice de Charente, sur laquelle je devrais être rapporteur, pour effectivement traiter la question des sols vivants. Voilà, donc ça fait effectivement partie des différents sujets que l'on peut avoir aujourd'hui. L'eau, la forêt, la biodiversité restent au cœur des préoccupations. Je pensais, ce qui était assez intéressant, c'est que je pensais que c'était des sujets tellement spécialisés au Sénat que finalement on en traiterait assez peu. Mais à l'inverse, j'ai eu l'occasion d'intervenir à plusieurs reprises. Là, il y a un débat sur le loup, puisqu'il y a aussi la population de loups qui augmente, qui est prévue la semaine prochaine. Et je m'aperçois quand même que ces sujets-là sont de plus en plus transversaux, qui touchent à tout. On parle aussi du zéro artificialisation nette, qui est en lien et qui est une vraie source d'inquiétude pour les maires. Et ma ligne de conduite est toujours la même, c'est de dire que c'est de ne pas opposer les enjeux qui sont des enjeux environnementaux avec l'activité humaine qu'il peut y avoir. C'est de montrer qu'il y a un chemin qui est un chemin médian qui permette à la fois l'activité humaine, le développement,
de notre vie, notamment sur les territoires ruraux, mais que l'on doit aussi trouver les moyens de préserver la biodiversité. C'est un challenge qui est difficile à mener, mais qui me semble tout à fait nécessaire, et que justement, cette transition qui a lieu sur nos territoires ne soit pas source d'inégalités supplémentaires, mais qu'elle permette peut-être plus d'égalité, égalité des territoires, mais égalité aussi entre les femmes et les hommes, à l'accès, effectivement, peut-être à un monde plus propre. Ça fait partie de ces sujets-là, mais il y a beaucoup d'autres sujets qui sont en préparation actuellement et qui me semblent importants pour moi-même, mais pour nos concitoyens. Dans la presse, elle s'en fait d'ailleurs écho, il y a le sujet sur la fin de vie, notamment, qui va arriver. Il y a le sujet aussi sur la loi bien vieillir, c'est-à-dire l'accompagnement notamment du 4e âge, enfin des plus anciens d'entre nous qui sont en situation de dépendance. C'est l'accompagnement et les moyens qui sont accordés à nos EHPAD, à nos hôpitaux, sur la santé. Et j'attends ces débats-là avec impatience, parce que je pense qu'ils seront importants pour nos concitoyens, parce que tout le monde est concerné, encore une fois, et parce que c'est aussi source d'inquiétude, et que je pense qu'un grand pays comme la France s'honorerait à traiter mieux ces gens malades et les plus anciens d'entre nous. Donc ça promet de gros débats. Nous venons d'évoquer et de brasser plusieurs projets à venir en 2024, mais je vous propose de terminer et clore cette interview en adressant quelques mots encore à nos téléspectateurs, peut-être sur un autre gros projet 2024 qui vous tient particulièrement à cœur et sur lequel vous aimeriez tout de suite revenir pour nos téléspectateurs. Écoutez, moi je voudrais simplement souhaiter une très, très bonne année à tous nos téléspectateurs, une très bonne santé pour vous, pour vos proches, de réussir dans vos projets, dans vos initiatives, qu'ils soient personnelles, qu'ils soient professionnelles. Et vraiment, s'il y avait un sujet qui nous réunit tous, ce serait simplement d'espérer que l'année 2024 soit celle où l'on retrouve un peu de sens à l'humanité et un peu plus de paix dans le monde. Le monde est aujourd'hui fracturé, il est divisé, il est instable, et je pense que ça inquiète tous nos concitoyens, et je voudrais un monde qui soit un peu plus en paix, où l'on puisse peut-être circuler de façon plus facile et où il y a beaucoup plus de respect entre les femmes et les hommes. C'est toute l'espérance que j'ai pour 2024, au-delà de tout ce que l'on peut faire au quotidien sur nos territoires. Je vous remercie, Monsieur Weber, pour cette interview. Merci à vous.